entendre M. Jacques Verger, qui est donc agrégé d'histoire, normalien, ancien membre de l'école française de Rome. Il a enseigné l'histoire médiévale à l'école normale supérieure et aux universités de Tunis, Nancy, Paris 12, Paris 4, ainsi qu'à l'école pratique des hautes études. Actuellement, il est professeur émérite à la Sorbonne. Il est depuis 2012 membre de l'Institut Académie des inscriptions et belles-lettres. Parmi ses toutes dernières publications, Pierre Abélard et le mouvement scolaire de son temps, 2022, et Libraries and Teaching Comments on Western Universities in the Middle Age en 2023. Il va nous entretenir de le statut intellectuel de saint Thomas à l'Université de Paris au milieu du XIIIe siècle. Bien, merci beaucoup mon père. Effectivement, vous venez de rappeler le sujet de cette communication et vous l'avez rappelé d'autant plus facilement que c'est vous qui me l'avez proposé, je n'en ai pas changé un mot. Mais lorsque je l'ai lu et que je me suis dit qu'il fallait que je le traite, j'ai vu que cette formulation même soulevait malgré tout un certain nombre de questions, et finalement ce sont ces questions qui ont commandé au moins pour une part ma réflexion. D'abord, qu'entendre par cette formule le statut intellectuel de saint Thomas? La chose n'est pas si claire. Le mot de statut peut sembler renvoyer à une notion institutionnelle, sinon juridique. On peut parler de statut professionnel, ce qui en l'occurrence dans le cas de saint Thomas renverrait à son statut d'étudiant, puis d'enseignant, bachelier, licencié, maître, tels qu'il les a connus au fil d'un cursus d'études, défini lui-même d'ailleurs par des statuts, les statuts de l'université ou les statuts de son ordre. Mais on pourrait parler aussi du statut religieux de saint Thomas, celui d'un prêcheur évidemment, et de son statut social, celui de rejeton d'une famille de la grande noblesse d'Italie du Sud, statut qui n'a pas été complètement occulté par son entrée en religion. Donc cette notion de statut intellectuel qui m'était proposée, merci. Cette notion de statut intellectuel qui m'était proposée peut recouvrir ces diverses acceptions, mais là aussi, me semble-t-il, une dimension moins juridique, plus concrète, et se rapproche plutôt, c'est comme ça que j'essaierai de la traiter, de la notion de fonction ou même de situation occupée de manière éventuellement temporaire. Et cette notion de situation renvoie elle-même évidemment à une pratique vécue. Quelle idée saint Thomas se faisait-il lui-même de son statut intellectuel? Quelle image, quelle représentation les contemporains, c'est-à-dire aussi bien les universitaires que les dominicains, se faisaient-ils de saint Thomas en tant que maître et en tant que prêcheur? Le second élément de mon titre qui fait d'une certaine manière problème, c'est l'Université de Paris. Alors évidemment, l'Université de Paris était au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, une institution solide et importante, parfaitement reconnue par les contemporains et bien étudiée depuis longtemps par les historiens. Et il est indiscutable, nous y reviendrons, que l'Université de Paris a occupé une grande place dans la vie de saint Thomas et qu'il avait pour elle de l'admiration et de l'attachement. Il reste que l'appartenance universitaire n'était pas pour lui la seule, ni même la plus prégnante, et qu'il était avant tout frère Thomas, membre de l'ordre des prêcheurs. Il théorisera d'ailleurs et justifiera, vous le savez, cette double appartenance dans le Contra Impugnantes. Dans ces conditions, est-il possible seulement de distinguer Thomas universitaire et Thomas prêcheur? Son statut intellectuel ne se définit-il pas précisément par cette conjonction, et n'est-ce pas de celle-ci qu'il faut essayer de saisir la logique vécue, intellectuelle et spirituelle? Et puis, la dernière chose qui pouvait poser problème, mais c'est moins important, c'est le cadre chronologique proposé. À prendre les choses au sens strict, le milieu du XIIIe siècle renverrait uniquement au premier, ou si l'on préfère aux deux premiers séjours parisiens de saint Thomas, 1245-1248, ce premier séjour a été discuté, vous le savez, mais enfin il me semble, en tout cas c'est ce que dit le père Torel, que j'ai suivi partout, sa position me paraissait raisonnable, il semble que ce séjour ait bien existé et duré quand même plusieurs années, et puis son deuxième séjour, 1251, 52, 59. Mais peut-on faire abstraction, dans la perspective qui est la nôtre, du second, troisième séjour, celui de 1268-1272, qui certes se situe dans un contexte tout différent, présente des caractères et une tonalité propre, mais qui est aussi dans le prolongement des précédents, et certains éléments s'éclairent mieux, je crois, à la lumière des événements et des documents relatifs à ce dernier séjour, et j'y ferai donc également appel. Alors, pour essayer de répondre à ces questions, il faut naturellement tenir compte de la nature des sources. Les écrits même de saint Thomas, pour abondants qu'ils soient, ne sont pas très bavards d'une certaine manière à ce sujet, car la subjectivité de l'auteur, comme vous
savez bien, y est toujours contenu. Les documents officiels de l'université et de l'ordre, les statuts, les constitutions, les bulles, etc., sont plus directement intéressants, d'autant qu'ils sont normalement clairs et bien datés, mais le nombre en est limité. Enfin, les sources littéraires et narratives, même au sens large, doivent être utilisées avec précaution, en tout cas pour notre propos. Quelques-unes, Charles Frachet, etc., datent même du vivant de saint Thomas, mais les plus connues, Guillaume de Tocco, Bernard Guy, sont nettement postérieures. Elles ont été en particulier rédigées dans les années du procès de canonisation autour de 1320. Même quand elles sont bien documentées, elles ont clairement une visée apologétique et se conforment à des schémas hagiographiques éprouvés, puisqu'il s'agissait d'établir et de faire reconnaître par l'Église la sainteté de saint Thomas. Elles rendent compte au mieux de l'image et du souvenir que saint Thomas avait laissé dans son ordre et que l'ordre voulait entretenir à son sujet un demi-siècle après sa mort. Elles doivent donc être utilisées avec un certain esprit critique. Ceci dit, évidemment, je le dis d'un mot, et en particulier en tant que laïc, si j'ose dire, laïc chrétien, certes, mais laïc, Thomas d'Aquin, plus que tout autre théologien du Moyen-Âge, a fait l'objet d'une somme immense de travaux scientifiques auxquels ont collaboré des générations d'historiens, de philologues, de théologiens, de philosophes, de liturgistes. L'essentiel de son œuvre est désormais accessible, même s'il subsiste encore bien des problèmes de critique textuelle et d'attribution. Ses méthodes de travail ont été bien étudiées, grâce à de savantes analyses codicologiques et paléographiques dont le père Dondaine avait donné le point de départ. La chronologie détaillée de sa vie et de ses écrits a été minutieusement établie, même s'il subsiste toujours des divergences entre spécialistes. Et c'est donc en m'appuyant sur cet acquis considérable, que je suis d'ailleurs loin évidemment de maîtriser, que j'ai essayé de rassembler les quelques remarques qui suivent. Et c'est donc en toute humilité que je le dis, tout ce que je dois à tous les gens qui se sont pensés, en fait tous les prêcheurs qui se sont penchés sur le docteur commun. Alors, premier point, si vous voulez, saint Thomas, maître de l'université. Il est communément admis par les historiens que le milieu des années 1240, qui voit saint Thomas s'installer pour la première fois au couvent Saint-Jacques, marque par ailleurs la stabilisation définitive de l'institution universitaire à Paris. Un certain nombre de travaux récents, par exemple le livre publié il y a quelques années par Madame Gorochoff, que vous entendrez, je crois, vendredi, prend comme point d'arrivée justement vers 1245, n'est-ce pas? D'autres travaux ont également pris cette césure chronologique. La grande crise de 1229-1231 avait été comme un baptême du feu dont l'université était sortie victorieuse. Certes, on n'a pas conservé pour cette époque de statut écrit, en tout cas suffisant, qui permettrait de décrire avec précision le fonctionnement de cette institution, et beaucoup de points, qui n'étaient d'ailleurs peut-être pas encore tous réglés, restent dans l'ombre. Mais l'université, vers 1245, était clairement reconnue comme personne morale par le pape et par le roi, qui lui avait concédé de multiples privilèges. Elle possédait son grand sceau, signe matériel de cette personnalité morale, et les rouages essentiels étaient en place, les assemblées, le recteur, les nations, les facultés, et même les premiers collèges. Solidement établie, l'université de Paris, que dans l'insipide de sa célèbre bulle de 1231, du 13 avril 1231, Grégoire IX avait pu qualifier de parin scientiarum, mère des sciences, jouissait désormais d'un prestige intellectuel, moral et doctrinal incomparable, et son large recrutement géographique à travers toute la chrétienté occidentale témoigne de son rayonnement international, qui a été bien mis en valeur notamment dans le travail de Madame Gorochoff que je citais à l'instant. Des professeurs réputés, auteurs de nombreux écrits, enseignaient déjà dans les écoles parisiennes, tant en théologie qu'en philosophie et en droit canonique. Et les traductions les plus récentes, non seulement celles d'Aristote, mais aussi d'Averroès, comme l'avait jadis, naguère montré le père Gautier, étaient largement accessibles à Paris dès les années 1220-1230. Les nouveaux ordres religieux, en particulier les prêcheurs et les mineurs, ont été très vite attirés par l'université. Dès le début des années 1220, ils ont établi à Paris des couvents dont ils souhaitaient que le studium ou les studia soient intégrés à l'université pour permettre aux frères les plus doués pour les études de bénéficier de la haute qualité, de la modernité de l'enseignement parisien et d'accéder aux titres, aux grades rares et prestigieux de magistère in sacra pagina, dont Paris avait le quasi-monopole, si on laisse de côté Oxford et Cambridge, dont la concurrence était faible, je dirais, à ce moment-là en tout cas, étant donné leur isolement insulaire. J'insiste, et je le redirai, à quel point le titre de maître en théologie, au milieu du XIIIe siècle, à l'époque de saint Thomas, est quelque chose de rare. Il y en avait quelques dizaines dans tout l'Occident, n'est-ce pas? C'est pas le prix Nobel de théologie, mais presque, n'est-ce pas? C'est vraiment un titre prestigieux qui se divulguera beaucoup plus à la fin du Moyen-Âge avec la multiplication des facultés de théologie.
Que l'université de Paris ait été définitivement constituée ne signifie naturellement pas qu'elle était désormais à l'abri des tensions et des conflits, tant avec la population parisienne que les autorités extérieures, ecclésiastiques ou laïques, en son sein même. La chronique de ces conflits a été bien retracée par les historiens de l'université, et je n'y reviens naturellement pas. Il faut simplement rappeler pour notre propos que la présence au sein de l'université des ordres religieux, de leurs étudiants et de leurs écoles était précisément une des sources de tensions internes. Le succès des enseignements mendiants auprès des étudiants, le prosélytisme des nouveaux ordres dans les milieux universitaires, dont la correspondance de Jourdain de Saxe, par exemple, rend tout à fait compte, alimentèrent ces tensions. Mais l'accaparement, entre guillemets, c'est le point de vue des séculiers, par les dominicains et les franciscains de 3 chaires de théologie, et la crainte, réelle ou fantasmée, que le processus ne se poursuive indéfiniment, semble avoir constitué le point de crispation essentiel entre les nouveaux ordres et les maîtres séculiers, surtout à partir du moment où des cisterciens et des bénédictins ont commencé à leur emboîter le pas. Et c'est dans ce contexte, donc, que Albert le Grand arrive à Paris en 1245, accompagné de Thomas, pour occuper justement une des 2 chaires dominicaines, la chaire dite des étrangers. C'est donc dans un climat toujours tendu, et même à partir de 1253 franchement conflictuel, que Thomas va parcourir tout son cursus studiorum. S'il a fait des études universitaires d'arts libéraux et de philosophie, ce ne peut être qu'à Naples, entre 1239 et 1244. À Paris, on ne le saisit vraiment que comme étudiant en théologie, d'abord pendant 1 an comme bachelier curseur, achevant ses lectures de la Bible, qu'il avait peut-être commencé à Cologne, puis bachelier sentenciaire, consacrant 2 années pleines, jusqu'en 1254 ou 55, à la lecture qu'il consacre à la lecture des 4 livres des sentences de Pierre Lombard. On sait moins bien à quoi il occupa le ou les 2 années suivantes. Il était alors ce qu'on appellera plus tard un bachelier formé. Sans doute participait-il activement, en particulier à des disputes. Je m'inspire sur toute cette chronologie de ce qu'a écrit le frère Adriano Oliva. Il faut dire qu'on était alors au plus fort de la querelle avec les séculiers, contre les assauts de qui les archers du roi durent parfois protéger le couvent Saint-Jacques. Cela n'empêcha pas Thomas d'obtenir du chancelier de l'université l'autorisation de se présenter à la licence en théologie, puis de faire son principium à l'hiver et au printemps 1256. Il faut cependant attendre le 15 août 1257 pour qu'il soit admis, en même temps que Bonaventure, sous la pression directe d'Alexandre IV, du Saint-Siège, dans le consortium magistrorum des maîtres en théologie, dont les précédents régents dominicains avaient été exclus en 1253 par les séculiers. À partir de cette date, il occupe donc normalement une des 2 chaires de Saint-Jacques et exercera cette régence jusqu'en 1259 pour la reprendre 9 ans plus tard, de 1268 à 1272. On ne connaît pas très bien les règles qui fixaient au milieu du XIIIe siècle l'organisation des cursus en théologie. Mais les statuts qui règlent tout cela sont du XIVe siècle, même si assez malencontreusement, Monseigneur Glorieux avait jadis publié un article sur l'enseignement à la faculté de théologie au XIIIe siècle, mais en ne citant que des textes du XIVe. Par ailleurs, l'article est très intéressant, mais il faut simplement décaler d'un siècle. On ne connaît pas très bien les règles qui fixent au milieu du XIIIe siècle l'organisation des cursus en théologie, mais il semble que celui de Thomas d'Aquin était certes brillant, peut-être même légèrement accéléré, j'y reviendrai, grâce à diverses dispenses, mais au total normal et comparable à celui d'autres magistrines sacrapagina contemporains. Ces régences parisiennes, qui ont duré au total 7 ans, peuvent paraître relativement courtes, mais il n'y a là encore rien de vraiment surprenant. La rotation rapide des titulaires de chaires semble avoir été la règle au XIIIe siècle, à quelques exceptions près, parmi les maîtres mendiants et même séculiers. C'est en particulier le cas chez les franciscains, où la rotation est extrêmement rapide. Cette conformité au système en vigueur à la faculté de théologie ne concerne pas seulement le déroulement du cursus de saint Thomas, mais aussi les formes de son enseignement. Il a pratiqué avec assiduité les types d'exercices déjà en honneur à l'université: lectiones, cursives et magistrales, principia, disputes ordinaires et codes libétiques, sermons, etc. Il a commenté les textes du programme, à savoir la Bible et les sentences, utilisé les éditions et traductions disponibles à Paris, même s'il a pu aussi encourager quelques traductions nouvelles, celle de Guillaume de Meurbec. Plus largement, on a le sentiment que Thomas a été séduit dès sa jeunesse par le modèle universitaire, à la fois comme institution d'enseignement et comme pratique intellectuelle, et qu'il y a toujours été fidèle, sans le remettre en cause ni le critiquer. C'est sans doute l'attrait de l'université et du savoir qui s'y enseignait, qui l'ont poussé, dès fin des années 1230, à quitter le Mont-Cassin pour Naples, puis la bénédictin pour celui de prêcheur. Et il gardera toute sa vie cet attachement à l'université, surtout celle de Paris, centre quasi exclusif au XIIIe siècle de l'enseignement de la théologie savante
de haut niveau. Cet attachement va de pair avec la haute idée qu'il se faisait du titre de maître en théologie, fortement affirmé dans plusieurs codes libet que vous connaissez, où on compare le maître en théologie à l'architecte, n'est-ce pas? C'est un thème qui sera repris d'ailleurs par beaucoup d'autres maîtres, et donc la fierté qu'il tirait à juste titre, serait-on dire, car il s'agissait encore à cette époque, je l'ai dit à l'instant, d'un titre rare et prestigieux, et il contribue à expliquer son refus bien connu, que ses biographes dominicains préfèrent évidemment mettre au compte de l'humilité, des honneurs et des positions de pouvoir dans ou hors de son ordre, ce qui les distingue de beaucoup de ses confrères séculiers ou religieux, Bonaventure, Pierre de Tarentaise, etc., Albert le Grand lui-même, qui à un moment ou à un autre ont accepté des prélatures. Resterait à se demander, nous y reviendrons, si cet attachement de saint Thomas à l'université a été d'ordre avant tout intellectuel ou religieux, ou s'il a eu une dimension plus concrète, pour ne pas dire sentimentale, et s'il était payé en retour par les universitaires parisiens eux-mêmes qui ont connu et côtoyé Thomas. Avant d'en venir là, et pour nous demander vraiment ce que signifiait ce terme de statut intellectuel de saint Thomas, il faut dire un mot de son appartenance à l'ordre dominicain, indissociable de son appartenance universitaire et même, d'une certaine manière, englobante, surplombante, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à celle-ci. Donc, deuxième partie, si vous voulez, frère Thomas, docteur et prêcheur. Docteur et prédicateur. Il est inutile d'insister sur le fait que saint Thomas était profondément attaché à l'ordre des prêcheurs. Cette appartenance religieuse était sinon antérieure, en tout cas supérieure à son appartenance universitaire, car elle correspondait à un engagement irrévocable et perpétuel, sanctionné par des vœux solennels, ce que l'appartenance universitaire était d'autant moins pour les mendiants, que ceux-ci précisément répugnaient à prêter les serments d'obéissance et de fidélité que l'université exigeait normalement de ses membres. Les biographes de saint Thomas, les témoins du procès de canonisation, ont évidemment dressé de lui le portrait du prêcheur idéal. Ils vantent sans réserve son humilité, sa charité, sa piété et surtout sa pratique constante de la vertu d'obéissance vis-à-vis de ses supérieurs dans l'ordre et du souverain pontife. Ils vantent aussi sa science et ses rares qualités intellectuelles, sans jamais suggérer que celle-ci ait pu venir en contradiction avec la pratique des vertus chrétiennes dont elle permettait au contraire la parfaite actualisation. Alors évidemment, ce sont des propos hagiographiques, mais ce que l'on sait de la vie et de l'œuvre de Thomas d'Aquin ne les infirme pas vraiment. À donc croire ces sources, tous les déplacements de saint Thomas, que j'ai indiqués tout à l'heure, se seraient faits sur l'ordre de ses supérieurs, qui ne se décidaient quant à eux qu'en fonction des intérêts de l'ordre des prêcheurs. Pendant ces séjours parisiens, le cursus et les enseignements de saint Thomas se sont coulés, je l'ai dit, dans le moule défini par les statuts universitaires, mais il y a à chaque fois mis un terme, il est parti de Paris en 1259, en 1272, plutôt brusquement et sans hésiter sur l'injonction des autorités de l'ordre, même si certains ont peut-être essayé de le retenir à Paris. Il est vrai que les activités que lui conférait l'ordre en Italie n'étaient pas totalement différentes de celles qu'il avait eues à Paris, même si elles se plaçaient dans un cadre purement dominicain et non universitaire. Le contraste était d'autant moins fort qu'à Paris même, quoique vivant au cœur du quartier latin, je suppose, mais là ce sont un peu des hypothèses, que saint Thomas devait être attaché avant tout au couvent Saint-Jacques. C'est sans doute dans les locaux de celui-ci qu'il assurait le plus souvent ses leçons, ses disputes, ses sermons, même s'il a sûrement été dans d'autres écoles et dans d'autres églises pour les examens de licence et de maîtrise, certaines disputes, certaines assemblées, certaines prédications solennelles. Était-il une figure seulement connue, non seulement connue mais familière, n'est-ce pas, dans le petit monde des scolares parisiens cesses, qu'on le reconnaissait dans la rue, on dit tiens, voilà saint Thomas pas saint Thomas, mais voilà Thomas d'Aquin qui passe, je ne sais pas. Parlait-il seulement français? C'est une question que je me suis souvent posée. Je pense qu'il devait parler un petit peu au moins, mais enfin, je ne connais aucun texte qui le dise clairement. Guillaume de Tocco dit qu'en matière de langue vulgaire, il parlait surtout napolitain. Mais ça, je pense qu'il veut dire par là qu'il ne parlait pas, que ce n'était pas l'italien canonique qu'il parlait, c'était le napolitain. En tout cas, il est clair qu'à Saint-Jacques, les auditeurs de saint Thomas étaient très majoritairement des frères prêcheurs, mais il est clair aussi que, sauf peut-être dans les moments de trouble, pouvaient se joindre à eux des religieux d'autres ordres ou des séculiers, et que ces auditeurs extérieurs étaient également nombreux à participer à ces disputes ou à assister à ces sermons. Le seul mérite que Guillaume de Saint-Amour reconnaît aux mendiants dans le De Periculis est qu'il y avait parmi eux des hommes qui, je cite, Semper vacant studio literarum, et que leurs enseignements avaient du succès, ce qui ne plaisait évidemment pas à Guillaume de Saint-Amour. On ne peut cependant exclure que, comme avant lui Albert le Grand, Thomas est, même à Paris, assuré aussi des enseignements, si on peut dire, fermés, réservés aux seuls frères de l'ordre. Quoi qu'il en soit de ces remarques, de toute façon hypothétiques, il est sans doute plus important pour notre propos de rappeler, tout en étant parfaitement conscient
de la spécificité des enseignements destinés aux frères dans les Studia Generalia de l'ordre, universitaire ou non, tout en bataillant pour défendre son ordre contre les manœuvres et les attaques des séculiers, mais en affirmant son droit à rester dans l'université, sur lequel il a toujours été très ferme, à la différence, a-t-on supposé peut-être, des franciscains, et notamment de Jean de Parme, qui au moment le plus dur de la querelle a peut-être envisagé comme quelque chose de possible un certain retrait des franciscains de l'université, ce qui n'a jamais été le cas de saint Thomas ni des prêcheurs. Et il souhaitait évidemment que les enseignements des mendiants se rapprochent le plus possible des enseignements universitaires, tant de philosophie que de théologie. Il faut en particulier rappeler ici son rôle au chapitre général de Valenciennes en 1259, où une commission formée des 5 maîtres sans doute les plus éminents à cette date de l'ordre, Thomas lui-même, bien sûr, Bonhomme, Florent de Hédin, Albert le Grand, Pierre de Tarentaise, fut chargé de concevoir une réforme d'ensemble des études dominicaines, destinée à rehausser à la fois le niveau de l'enseignement dans les Studia Generalia et de permettre à un plus grand nombre de frères d'accéder à une bonne formation en art et en théologie. Alors, ces constitutions ne parlent pas explicitement de l'université, mais il me semble que la référence universitaire et l'intérêt de se rapprocher de celle-ci est présente à l'arrière-plan de ce texte. Donc, dernier point qui me tiendra lieu de conclusion, saint Thomas, finalement, figure exceptionnelle dans son statut intellectuel, puisque c'est le point qui nous intéresse. Je vais essayer de montrer comment la figure et le statut intellectuel de saint Thomas s'étaient constitués par la confrontation avec les exigences simultanées, indissociables mais distinctes, de sa double appartenance institutionnelle et religieuse. Évidemment, pour pouvoir affirmer le caractère exceptionnel de saint Thomas, il faudrait pouvoir le comparer à d'autres maîtres contemporains. Et il faut ici se méfier des effets de source. Saint Thomas est particulièrement bien connu du fait de l'importance de ses écrits et des sources littéraires et documentaires qu'il concerne. On peut essayer de faire le travail pour Albert le Grand ou pour Bonaventure, et encore, et c'est tout. Mais sans doute bien d'autres maîtres parisiens qui ont laissé peu de traces, voire pas de traces du tout dans la documentation, ont pu être malgré tout des personnages exceptionnels. Et que l'on pense même pour quelqu'un qui a laissé beaucoup d'écrits, comme Roger Bacon, mais dont la vie est quand même assez mal connue, la condition de production des œuvres est également mal connue, nous sommes gênés pour interpréter le personnage de Bacon beaucoup plus que celui de Thomas. Les contemporains, les biographes de saint Thomas ont évidemment été sensibles au trait singulier du personnage. Je n'ai pas besoin de le rappeler, vous le savez tous, sa stature puissante, sa placidité, conférée au bœuf de Sicile, comme on disait, une forte personnalité. Malgré son habit religieux, je pense, et d'ailleurs une bulle pontificale le dit, qui rappelle les origines aristocratiques de saint Thomas, ses origines devaient quand même continuer à impressionner. Et puis surtout, son ardeur au travail, son indifférence aux choses extérieures, ses dons intellectuels, sa capacité d'abstraction, sa mémoire, son éloquence, sa clarté, son aisance d'écriture, tout cela est bien connu, étaient, à en croire tous les témoignages, hors du commun. Par-delà ces considérations psychologiques, nous pourrions peut-être dire que saint Thomas offre la figure d'un pur intellectuel, en même temps bien sûr que d'un homme habité par Dieu et sa propre vocation religieuse. Précisons ce que j'entends ici par intellectuel, moins un statut social, parce que de ce point de vue-là, saint Thomas menait à peu près la vie des autres frères de son ordre, même si celui-ci a pu lui accorder quelques facilités pour mener à bien ses études, et s'il a certainement reconnu ses qualités exceptionnelles, mais c'est plutôt sa manière d'être et sa conscience, sa revendication d'un rôle spécifique dans la société au nom de valeurs transcendantes qui permettraient de le définir ainsi. Je dirais surtout que plus que tout autre maître du XIIIe siècle, saint Thomas était un homme aux multiples facettes, que je rappelle brièvement. Il a d'abord été bien sûr un professeur, et à ce titre un professeur exemplaire. Il préparait soigneusement, je parle tout pour tous mes collègues, il préparait soigneusement ses cours, il assurait avec assiduité toutes ses lectionnaires, il a multiplié les disputes, alors que le caractère exigeant de cet exercice rebutait beaucoup de ses collègues qui en faisaient plutôt le moins possible. Guillaume de Tocco a, vous le savez, dressé un tableau dithyrambique de l'enseignement de Thomas d'Aquin et du succès rencontré auprès des étudiants, tant religieux que séculiers, en insistant sur la nouveauté du contenu et de la méthode. Je ne peux pas vous citer tout ce passage qui est bien connu. Dans ses leçons, il introduisait de nouveaux articles, résolvait les questions de manière nouvelle, etc. C'était un passage qui enchantait évidemment le père Chenu. À dire vrai, il a été montré, notamment par le père de Lubac, que ce morceau de bravoure est directement inspiré d'un passage de la vie de saint François de Thomas de Celano, et donc ne doit pas être pris tout à fait au pied de la lettre. Mais enfin, ça, c'est la règle de toutes les citations, n'est-ce pas, de l'intertextualité dans les sources médiévales. Mais en tout cas, si les auditeurs étaient sensibles à la nouveauté de l'enseignement de Thomas, ils étaient sans doute sensibles aussi à la clarté, à la rigueur dialectique, à la force démonstrative.
Alors il y a sans doute eu, je l'ai dit, à Paris, d'autres maîtres brillants. On aimerait savoir ce qui faisait le succès de son prédécesseur immédiat, Élie Brunet, de son collègue Bonhomme, c'était sans doute de grands professeurs et de grands théologiens, ou de Florent de Hédin, mais on n'a pratiquement aucun écrit de cela. Saint Thomas, au contraire, et c'est le second trait exceptionnel du personnage, c'est non seulement un professeur, mais un auteur extraordinairement fécond. Là, je n'ai pas besoin d'y insister, la chose est bien connue, on a fait toutes sortes de statistiques sur sa productivité, mais il semble avoir pris soin de mettre par écrit pratiquement toutes ses leçons, toutes ses disputes, et en donnant des versions considérablement complétées et enrichies, par exemple pour le commentaire des sentences. Par ailleurs, en plus de la publication de ses enseignements, il n'a cessé de rédiger, dès les années, disons, 1255, de nombreux traités non directement liés à son enseignement et destinés également à ce public savant de religieux et de séculiers. Alors, il n'a pas été le premier, bien sûr, à rédiger des sommes théologiques, mais cette production, je dirais non scolaire, a pris chez lui une ampleur inouïe, je n'ai pas besoin d'y insister, vous le savez tous. En tout cas, il y a ce double volet chez saint Thomas, on dirait peut-être d'enseignant et de chercheur aujourd'hui, en tout cas de professeur et d'auteur. Et il a su mettre au point, ce qui a été bien étudié, des techniques de composition et de rédaction particulièrement efficaces, reposant non seulement sur son exceptionnelle puissance personnelle de travail, mais aussi sur l'existence d'une équipe de secrétaires compétents et aux méthodes bien rodées. Et cette production littéraire de saint Thomas a atteint, tout le monde le sait, une diffusion remarquable, si on en juge par l'importance de la réception manuscrite, le grand nombre de manuscrits, y compris de manuscrits en milieu universitaire, que nous avons conservés de la plupart de ses écrits. Et sa réputation comme auteur a fini par faire de saint Thomas, pour reprendre un jeu de mots médiéval, une autorité, auctoritas, et les années passant, surtout, je répète, à partir du moment où il est maître, un nombre croissant d'interlocuteurs, le pape, surtout Urbain IV, le maître général de l'ordre, surtout Jean de Versailles, des confrères, à commencer par son socius Rénal de Piperno, divers dignitaires ecclésiastiques, des laïcs, le roi de Chypre, la duchesse de Brabant, etc., ont demandé à Thomas la rédaction de traités spirituels, d'offices liturgiques, de responsiones à des questions diverses. Certains de ces traités sont tout à fait élaborés, on pense. Compendium Theologiae, que lui avait demandé Rénal de Piperno. D'autres, il faut bien le dire, sont peut-être plus brefs et plus hâtifs, mais ils témoignent tous, en tout cas, non seulement de l'immense culture religieuse et philosophique de saint Thomas, mais aussi de sa disponibilité face à des sollicitations, parfois inattendues, mais qui devaient relever de sa double, dont il devait penser qu'il relevait de sa double responsabilité magistrale, magistérielle et pastorale. Et ça ajoute évidemment une dimension importante au statut intellectuel du personnage, qui, de ce point de vue-là, sort du cadre de l'université et de l'ordre. Et enfin, et je termine par là, il faut rappeler que Thomas d'Aquin, contrairement à ce que pourraient laisser croire ces appellations usuelles de docteur angélique ou de docteur commun, n'a pas été forcément, en tout cas de son temps, un homme de consensus. Monseigneur Glorieux a consacré un article à saint Thomas, un maître polémiste calme, certes, moins rageur peut-être que Guillaume de Saint-Amour, mais pugnace. Guillaume de Tocco, vous le savez, énumère dans son Historia les 4 grandes erreurs, comme il dit, que Thomas a combattues et vaincues au cours de sa carrière. L'erreur des avéroïstes, l'erreur de Guillaume de Saint-Amour et de ses partisans, l'erreur des tenants du libre esprit et de l'Église du troisième âge, autrement dit les Joachimites, Gherardo de Borgo San Donino, et enfin l'erreur des schismatiques et des Grecs. On pourrait même ajouter à cette liste les débats qui sont devenus de plus en plus âpres parfois avec certains franciscains tenant d'un augustinisme radical, et enfin des éléments de polémique anti-juive, même si Thomas n'a jamais écrit de traité contra Iudeos. Toutes ces querelles et ces controverses ont donné matière à des traités solidement documentés et argumentés, même si on a pu reprocher, là je me retranche derrière quelques lignes du Père Torel, je n'oserais pas le dire peut-être de moi-même, mais que saint Thomas il fait parfois preuve d'une certaine arrogance et de peu d'empathie à l'endroit de ses adversaires. Faudrait-il aller jusqu'à parler d'un saint Thomas inquisiteur, ou invoquer plutôt, je pense, son amour intransigeant de la vérité. On a déjà rappelé à plusieurs reprises l'importance. Ses supérieurs ont en tout cas très tôt reconnu ses capacités à débattre et à polémiquer, et en ont fait leur porte-parole dans des circonstances difficiles, à la fois pour la doctrine et pour l'ordre, en particulier en 1268, lorsqu'ils le font revenir à Paris, pense-t-on, pour contrer à la fois la nouvelle offensive des séculiers contre les mendiants, et la montée de ce qu'on appelle, avec toutes les guillemets que vous voulez, l'avéroïsme à la faculté des arts. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre maître du XIIIe siècle qui ait tenu ce rôle avec autant de constance et de lucidité. Alors naturellement, et ce sera mon dernier mot, cette posture ne valut pas à Thomas que des amis. C'est peut-être ce qui finit par expliquer son rappel
à Naples en 1272, indépendamment des interventions de Charles d'Anjou, etc. Et de même, on peut se demander si tout cela n'a pas fini par avoir quand même un certain effet sur lui, et si on n'en trouve pas un écho dans les propos désabusés que certaines sources lui prêtent dans les derniers mois de sa vie. Vous savez qu'il y a eu des flots de littérature sur ces dernières déclarations, peut-être même plus qu'il n'aurait fallu. En réalité, au sein même de son ordre, je crois qu'il n'a pas eu, de son vivant en tout cas, d'opposants déclarés, sauf quand même, peut-être en Angleterre, dans l'orbite de Robert Kilwardby. On sait que dès les années 1270, certains dominicains d'Oxford sont suspectés de prendre des positions un petit peu en retrait par rapport à Thomas. Mais chez les franciscains, en revanche, les débats encore courtois avec saint Bonaventure avaient fait place à des tensions ouvertes qu'illustra l'histoire bien connue du Principium mouvementé de John Peckham en 1271, lequel John Peckham, devenu par la suite archevêque de Canterbury, et malgré la réplique qu'il avait reçue tout de suite de saint Thomas, maintint ses positions et affirmera dans sa correspondance ultérieure que les événements lui avaient donné raison, que finalement Thomas s'était soumis au jugement de l'Église, et ce sont des allusions évidentes, évidemment, aux condamnations doctrinales de 1270 et 77, y compris celle d'Oxford, et pas seulement celle de Paris. Alors il n'est pas dans mon propos de reprendre ici la question vexata, de savoir jusqu'à quel point ces condamnations visaient directement ou marginalement saint Thomas et sa doctrine. Clair en tout cas qu'au sein de l'université et des ordres mendiants, son statut intellectuel restait controversé, malgré ou à cause de son caractère exceptionnel. Si l'on se tourne vers les maîtres séculiers de l'université, théologiens et artiens, on voit bien que la défaite et l'exil de Guillaume de Saint-Amour avaient laissé des rancunes tenaces, pas unanimes cependant. On peut rappeler ici cette anecdote. Lors de la fête des rameaux 1259, le bedeau de la nation picarde, un certain Guillot, avait interrompu bruyamment le serment de saint Thomas en brandissant un libelle anti-mendiant, qui était peut-être le De Periculis, ou peut-être un texte plus court, on ne sait pas. Et le dit bedeau ne semble pas, malgré la condamnation qu'avait réclamé le pape, avoir souffert des sanctions demandées contre lui, puisqu'il a gardé son poste de bedeau de la nation picarde. Mais après tout ça n'est peut-être qu'une anecdote plutôt cocasse, et il ne faut pas en tirer trop de conclusions. Quelques années plus tard, plus sérieusement, Girard d'Abbeville, un maître séculier, reprendra dans ses Codes libet, un ami de Guillaume de Saint-Amour, les arguments du De Periculis, mais sans trouver, semble-t-il, le même écho. Je terminerai donc, s'il me reste une minute, en opposant à ces témoignages partiels la lettre étonnante, et sur laquelle j'ai un peu réfléchi, qui est publiée dans le Circularium Universitatis Parisien 6, au tome 1 par Denifle qui était un dominicain, dois-je le rappeler, la lettre étonnante adressée le 2 mai 1274 par la Faculté des Arts de Paris, recteur en tête, au chapitre général des prêcheurs, réunis à Lyon en même temps que le Concile général. Dans cette lettre, les maîtres et sœurs, qui a été recopiée dans les archives de l'ordre, dans cette lettre, les maîtres et sœurs disaient leur immense douleur à la nouvelle de la mort de saint Thomas, et il y a des formules dithyrambique, luminare maiusque, praerat dii, le grand luminaire qui commandait au jour, enfin le nouveau soleil, si vous voulez, etc., c'est l'étoile du matin, enfin toute une série de métaphores astronomiques. Et les artiens priaient les prêcheurs de faire transférer la dépouille de Thomas à Paris, seul lieu digne de l'accueillir pour qu'elle puisse y être vénérée par les gens de l'université et que sa mémoire y demeure à jamais. Et il n'est pas possible que Thomas repose ailleurs qu'à Paris, là où il a été formé et là où il a formé les autres. Voilà. Et il terminait cette lettre de manière un peu plus étonnante en demandant que l'on s'envoyait quelques livres, dont la liste m'a toujours laissé un peu rêveur, ce sont des titres qu'on n'a pas bien identifiés. Est-ce que c'est des livres que Thomas avait et qu'il aurait prêtés simplement aux artiens, ou bien est-ce que c'est des choses qu'il se proposait d'écrire mais qu'apparemment il n'a pas écrit? Enfin, cette liste est assez curieuse et elle est à la fin du texte. Alors, quand on reprend ce texte, il semble de prime abord émouvant, témoin d'une véritable popularité de saint Thomas parmi les artiens parisiens, mais à la réflexion, je me suis quand même demandé, toujours difficile d'apprécier la portée de la rhétorique médiévale, mais si son style, comment dirais-je, larmoyant et grandiloquent, le caractère peu réaliste, voire un peu incongru des demandes présentées par des hommes dont beaucoup n'avaient pas dû connaître, ou très peu Thomas, qui était quand même parti depuis 2 ans de Paris, les études à la faculté des arts étaient relativement courtes, et c'était beaucoup des jeunes gens, je l'ai dit tout à l'heure, presque des adolescents. Donc, et puis, il n'avait jamais enseigné, de toute façon, à la faculté des arts de Paris. Donc ça surprend quand même un peu, et je me demande s'il ne faut pas voir dans cette lettre surtout une tentative plutôt maladroite pour placer sous l'ombre
bienveillante et tutélaire de saint Thomas et de son ordre, une faculté des arts qui était déchirée depuis 1272 par ce qu'on appelle la scission des Normands, qui avait été très bien étudiée par le père Gautier jadis, et une faculté des arts exposée depuis 1270 aux pressions et aux menaces d'Étienne Tempier et des théologiens augustiniens inquiets des progrès de l'avéroïsme parmi les Arsiens. Et donc les Arsiens, sentant monter les dangers, ont peut-être fait appel ainsi, sinon à saint Thomas qui venait de disparaître, en tout cas à son souvenir. Voilà, mais ceci dit, et même si cette interprétation que je suggère de cette lettre est la bonne, il reste qu'à la fin de celle-ci, les auteurs de ce planctus un peu contourné et bizarre ont trouvé les mots justes, me semble-t-il, lorsqu'ils disent qu'ils saluent la mémoire en saint Thomas, tanti clerici, d'un si grand savant, tanti patris, d'un père si éminent, tanti doctoris, d'un si grand docteur. Je vous remercie. Nous pouvons prendre 5 minutes, mais pas plus, pour des questions, si deux frères veulent bien jouer le rôle de... Merci. Oui. Merci beaucoup. J'ai une question, s'il vous plaît. À l'époque, au XIIIe siècle, à l'Université Paris, pour le statut intellectuel, pour ça, il fallait qu'on étudie et comprendre le grec. Et est-ce que vous savez si Thomas d'Aquin, il a connu le grec? Sinon, comment il a pu faire ses commentaires à Aristote? Merci beaucoup. Thomas ne savait pas le grec, c'est toujours une question que je me suis posée. Pourquoi un homme d'une telle puissance de travail, d'une telle intelligence, il aurait pu apprendre le grec en 15 jours, on se dit, s'il s'en était donné la peine. Mais non, il ne l'a pas appris, il avait des traductions, il a encouragé, ça c'est un problème complexe, il y a eu beaucoup de travaux sur Guillaume de Meurbeck, à quelle mesure Guillaume de Meurbeck exécute vraiment des traductions commandées par Thomas ou non. Enfin, il était conscient de l'importance des textes grecs, il souhaitait en connaître le plus possible, avoir le plus possible de traductions, il en a peut-être fait faire de nouvelles, mais il ne savait pas le grec. Il ne savait pas le grec, il ne savait pas l'hébreu non plus. En fait, c'est un problème que je me pose globalement, je le disais tout à l'heure, des connaissances linguistiques de Thomas. Bon, il est évident que la langue de Thomas, c'était le latin. Il devait parler, non seulement il l'écrivait, il a écrit des milliers de pages en latin, il faisait ses cours en latin, ses sermons en latin, il devait parler latin avec une aisance parfaite. Bon, il parlait le napolitain, qui était sa langue maternelle. Après, au-delà de ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le grec, mais ça c'est un problème très général, l'histoire culturelle médiévale. Un grand nombre d'intellectuels médiévaux étaient conscients de l'importance, n'est-ce pas, des textes grecs, puisqu'ils passaient leur temps à commenter non seulement Aristote, mais à utiliser aussi certaines traductions des pères grecs, etc., sans parler de la Bible. Et en même temps, ils ne se donnent pas la peine et les moyens, alors qu'ils auraient pu les avoir, de traduire, d'apprendre le grec eux-mêmes. Ça reste un peu une question pour moi. Mais enfin, le fait est qu'ils ne savaient pas, à ma connaissance. Oui. Oui, vous avez terminé par le très bel hommage des Arsiens au défunt saint Thomas. Vous avez évoqué aussi rapidement que saint Thomas avait probablement suivi les arts libéraux à Naples. Est-ce qu'on arrive à savoir un peu plus, ce qu'on arrive à savoir entre les années 1245 et sa mort, des liens qu'il aurait avec cette faculté d'ouvrages qu'il aurait pu lire, des polémiques avec les Arsiens? Est-ce qu'il y avait un peu de pluridisciplinarité dont nous gorge les oreilles aujourd'hui? Est-ce que ça existait entre les facultés? Alors, déjà écoutez, là, vous posez une question qui est tout à fait intéressante, mais sur laquelle, à ma connaissance, on ne peut faire un peu que des hypothèses. Comme d'ailleurs on peut faire les mêmes pour Albert le Grand, qui, plus encore peut-être que saint Thomas, s'est intéressé aux disciplines de la faculté des arts. Il a commenté tout Aristote, etc. Alors, je ne pense pas ni qu'il ait, pendant son séjour à Paris, au début, suivi des cours à la faculté des arts. Le père Torel, je crois que le père Weishaupt lui pensait qu'il avait pu aller à la faculté des arts. Bon, le père Torel repousse tout à fait cette idée, disant que ça n'était pas prévu par les statuts, et je pense en effet que c'est le cas, surtout à un moment donné où les tensions se montent contre les autres. Ensuite, qu'à l'intérieur du studium de Saint-Jacques, comme Albert le Grand à Cologne, il ait pu, pour les frères, dans le cas
du studium martium, si je puis dire, commenter des textes d'Aristote, ça c'est possible. Comme Albert le Grand pouvait le faire à Cologne. Qu'il ait écrit évidemment des commentaires d'Aristote qui étaient utiles, qui pouvaient servir aux théologiens en quête de référence, mais qui étaient quand même au premier chef utiles aux Arsiens, c'est une évidence aussi. Donc il y a en effet des rapports. Et alors le texte que je citais tout à l'heure de la Faculté des Arts a ceci de curieux que les Arsiens nous disent qu'ils ont l'air de bien connaître Thomas, qu'il était en rapport avec eux, qu'il avait promis de leur prêter des livres, etc. Alors c'est ça qui me surprend même un peu des fois. Donc je me demande ce qu'il faut penser de ce texte. Mais la question est un peu posée, mais je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse, si vous voulez. De même, est-ce que des Arsiens pouvaient... Alors, on sait qu'il y a des Arsiens qui ont suivi Guillaume de Saint-Amour dans son hostilité aux mendiants. On sait que parmi les gens qui venaient taper dans des casseroles devant le couvent Saint-Jacques, n'est-ce pas, il y avait des Arsiens probablement, et que les archers du roi étaient obligés de protéger le couvent Saint-Jacques, comme aujourd'hui on envoie la police. Mais voilà, on est un peu en peine de savoir ce qu'il en est globalement. Bon, il y a l'histoire du bedeau de la nation picarde que tout le monde connaît parce qu'elle est amusante, mais bon, quelle signification ça a, vous voyez, on est vraiment en peine d'interpréter, enfin moi je suis vraiment en peine d'interpréter tout ça.